de la planète, de retour du festival What a Trip 2022. Alors nous sommes au festival What a Trip à Montpellier, festival de films de voyage d'aventure, et le studio mobile de la web radio de la planète est là pour réaliser des interviews. Nous avons ce matin Stéphane Dugast avec nous qui est venu présenter son film Odyssée blanche. Alors Stéphane, comme on le disait il y a quelques minutes, a un grand CV, donc j'ai sûrement oublié certaines choses sur toi. Auteur, réalisateur, écrivain, membre de la société des explorateurs français. S'il vous plaît. Attention. Secrétaire général. Secrétaire général. C'est très brejnevien. Soviétique. Donc tu as décidé de retracer l'histoire des premières explorations polaires, justement, scientifiques, donc sur les traces de Paul-Émile Victor. C'est un beau parcours historique, un beau voyage qui nous emmène jusqu'à aujourd'hui, qui retrace toutes ces avancées en passant des premiers hivernages justement en Antarctique, au Groenland, première expédition au Groenland, en Terre Adélie, et tous les pas qui se sont faits par la suite et qui sont bien nombreux. Alors pourquoi cette démarche d'abord ? Cette démarche, en fait, elle est consécutive à tout un travail sur Paul-Émile Victor, explorateur, l'homme des pôles. On disait d'ailleurs qu'il y avait 3 pôles, le pôle Nord, le pôle Sud et le pôle Émile Victor. C'était une blague dans la France des 30 Glorieuses, mais qui a été un peu oubliée, et parce que Paul-Émile Victor a été parmi les personnalités préférées des Français. Il y avait le commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, il y avait Haroun Tazieff. Bref, c'était les monstres sacrés de l'exploration, et ils sont un peu même totalement oubliés. Ils sont pas dans les manuels scolaires, parce que nous, en France, contrairement à nos amis anglais que j'adore et que je déteste, eux de Shackleton, ils en ont fait un héros. Shackleton, grand explorateur polaire. Nous, Jean-Baptiste Charcot, grand explorateur polaire, il est nulle part. Paul-Émile Victor, il est oublié, et donc j'en avais un petit peu marre d'expliquer, notamment à ma fille Joséphine, à sa génération, qui était Paul-Émile Victor, et marre d'entendre des adultes me dire oui, mais c'est du passé, c'est les 30 glorieuses, les années de la consommation, bref. Et je me suis dit, en faisant tout ce travail depuis maintenant une quinzaine d'années dans les pas de Paul-Émile Victor, au sens propre comme au sens figuré, dans le sillage de ces grands explorateurs, que le passé éclaire les ténèbres, éclaire le présent et l'avenir, et que c'était important de faire ce travail de mémoire, sans être confit dans la nostalgie ou sans être dans la gloriole, mais juste à hauteur d'homme, et de raconter cet incroyable destin en 1945, 46, 47 de ces souvent montagnards, anciens résistants, qui se sont trouvés un idéal avec Paul-Émile Victor pour aller sur les 2 calottes glaciaires de notre planète, donc le Groenland en Arctique et la Terre Adélie, où la France n'avait plus mis le pied depuis Jules Sébastien César Dumont d'Urville en 1840, et en Antarctique. Et donc l'idée, ça a été de raconter ces pionniers, ces hommes qui étaient avec des pulls en laine, des gros pantalons en velours et des chaussures, des brodequins en cuir, et qui allaient dans les températures les plus froides établir des missions scientifiques. Ils y allaient pas pour faire la guerre, ils y allaient pas pour conquérir un territoire et en prendre toutes les richesses. Non, ils y allaient pour un idéal, pour la science et pour une utopie. Et moi, j'adore les utopies. Tu es passionné depuis longtemps par les pôles, par le froid, qu'est-ce qui t'attire Moi, je suis le petit garçon qui avait 10 ans dans ma campagne nantaise, donc entre Loire et Sillon de Bretagne. J'ai beaucoup fréquenté les Issy, donc ma campagne, avec mon vélo. Je me suis pris pour un explorateur. J'avais une cabane en haut d'un chêne, mais mes grands-parents avaient une minoterie, un moulin. Et en haut de ce chêne, je dominais la Loire en contrebas, et j'avais l'impression de dominer le monde. Et je suis nantais, je me prenais un petit peu pour Phileas Fogg, et je rêvais des ailleurs. Je rêvais de fréquenter la jungle, je rêvais d'aller voir le froid, je rêvais de tout ça, mais ça n'était pas accessible forcément. Mes parents étaient instits, donc on allait en vacances plutôt à la montagne. On traversait la France pour aller dans les Alpes, dans le Massif central et dans les Pyrénées. C'était déjà pour moi l'aventure et l'exploration de passer 1000 mètres d'altitude. Ça va faire rire tous les gens qui habitent à la montagne. Et puis j'ai voulu faire de ma vie ce Phileas Fogg, ce que j'avais rêvé enfant. Petit accident de parcours, 4 sur 20, bac de français pour faire des écoles de journalisme, c'est compliqué, mais tout est possible. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu par les hasards de la vie avec un service militaire dans la Marine nationale à devoir faire, avec une maman qui a été emportée par un virus. Donc vous commencez un peu votre vie active, les jambes un peu coupées, un peu sciées. Puis si vous voulez faire du journalisme, de la télé, il faut quand même un petit peu être fier à bras et pas
dans le deuil, un petit peu, un peu triste. Et j'ai fait ce service militaire dans la marine. Les appelés du contingent en 99 disparaissaient. Jacques Chirac avait dit plus d'appelés, l'armée se professionnalisait. Et au culot, j'ai dit à mon pacha, comme on l'appelle, le rédacteur en chef, je lui ai dit, écoutez, embauchez-moi, j'irai partout dans le monde, je sillonnerai la planète, allô la planète, je sillonnerai la planète pour vous. Et il m'a dit, vous avez 48 heures pour me convaincre, matelot du Gast, parce que j'étais pompon rouge. Hein. Oui. Et 48 heures plus tard, j'avais l'interview de Robert Hossein, du spectacle Celui qui a dit non de Gaulle, mais ne suspectant pas que dans la marine française, de Gaulle, ils étaient très minoritaires, les gaullistes encore. Et coup de bol, ce pacha, le capitaine de frégate Serge Thébault, m'a dit... Bon, bah, on va t'embaucher, et puis si t'es bon, tu resteras. Si t'es mauvais, bah, tu dégageras. La militaire, hein. Et puis l'aventure a duré 15 ans. Alors, j'étais ni militaire, ni fonctionnaire. J'étais ce qu'on appelle contractuel. Bref, j'étais dans un truc administratif un peu brameux, mais qui me donnait une liberté totale. Et du coup, j'ai beaucoup sillonné la planète sur les bateaux militaires. Je me prédestinais pas du tout à ça. Et étant curieux, et la marine n'ayant pas que des missions purement militaires, mais des missions humanitaires, des missions d'assistance, des missions de pêche, bah, je me suis nourri de tout ça. J'ai relu les classiques. Kessel, moi j'ai une vénération pour Joseph Kessel. Henri de Montfred, j'allais en mer Rouge, donc bah, je lisais Henri de Montfred. Et du coup, j'ai nourri ma littérature de voyage. Et un jour, un marin était à Paris, au 2 rue Royale. Il avait le grade de maître, donc l'équivalent de sergent-chef, comme le sergent-chef Garcia là, dans les films. C'est-à-dire qu'il était sous-off et personne ne le recevait. Et parce que c'était un vendredi après-midi dans les armées à terre. Le vendredi après-midi, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle célibataires géographiques, donc il ne se passe rien. Et il me dit, je suis dégoûté, j'ai marché dans les pas de Paul-Émile Victor, ça intéresse personne, j'ai fait une expédition sur la calotte glaciaire, et tout le monde s'en fout, les gradés c'est des cons. J'ai dit, bah, écoutez, venez prendre un café, je vais vous interviewer, et puis on a lié amitié, et 4 ou 6 mois plus tard, je me retrouvais sur la banquise, en étant son photographe, son journaliste, son cadreur, par moins 40, à Ratanga, et lui s'attaquait à une tentative en solitaire du pôle Nord. Et c'est devenu un ami, mais j'ai découvert le froid, j'ai découvert la banquise, j'ai découvert le silence assourdissant quand on est seul dans un univers complètement pur. Et lui était ancien des commandos marines, donc plutôt charpenté physiquement et même moralement, favori des explorateurs qui partaient cette année-là de Russie. Les Russes nous ont longtemps bloqués pour des questions de gros sous, parce qu'il fallait faire une transition en hélicoptère pour nous déposer au Cap Architectski, donc au plus nord. Et le Fred Chamarboudet est parti avec Dominique Ardouin, une femme franco-finlandaise. Et de Dominique Ardouin, on n'aura plus jamais de signe de vie, parce que la banquise était très, très fragile déjà cette année-là. Elle a disparu, engloutie, on ne sait pas comment. Et Fred, au deuxième jour, est tombé à l'eau. Il a failli y passer. Heureusement, il avait été commando, donc les techniques de survie, il a réussi à s'agripper à la glace, à déclencher les secours. Les Ruskov ont dit, bah, on peut y aller, mais c'est 50 000 €. Les réalités des expéditions, c'est aussi ça. Mais le virus de polaire était complètement inoculé. Et Fred, avant de partir, je lui ai dit, moi aussi, je ferai des expéditions, mais plus modestes. Et moi, j'irai marcher dans les pas de Paul-Émile Victor, mais plus pour faire un voyage, un reportage et une enquête que faire un défi sportif, que je pourrais faire, mais ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça qu'a été lancé un long parcours dans les traces des explorateurs polaires, pour être concret. Ça y est. On a perdu Flo. Ouais. Ah ouais, moi ça y est, je suis vertie, je suis très visuelle, donc tu vois, tu m'as laissé la balle. Bon, j'ai pas le froid quand même. J'ai pas ces températures polaires effectivement qui sont assez impressionnantes que tu montres bien aussi dans le film. Ouais, mais qui sont comme en haute montagne. Tu peux des fois avoir le thermomètre est très bas, il n'y a pas de vent, et comme les gens en vacances en ski, t'es en t-shirt. Là, c'est plus compliqué parce que sur ces expéditions-là, tu es sur la banquise, donc tu es sur la glace de mer qui a gelé, et ça se réchauffe, c'est fragile, tu n'arrives pas à bien avoir, et puis dès que tu tombes à l'eau, c'est surtout en solitaire, c'est le début des ennuis, pour pas dire des emmerdes. Et puis le jour où il y a le vent qui souffle, même s'il fait que -20, ce jour-là, c'est l'enfer. Et nous, à l'époque, on n'avait pas les Gore-Tex comme il y a maintenant, les trucs qui te protègent bien. Et moi, je suis parti avec des équipements du groupement de haute montagne, mais des années 90, qui étaient tout fluo.
Et en 2003, le fluo n'était pas la mode. Tous les autres étaient équipés avec des équipements de grandes marques dont je tairai le nom, mais noir, gris, bleu, très, très smart. Et avec le caméraman de Fred, Dominique, on était habillés comme des clowns en fluo et on n'avait pas le pantalon Gore-Tex. Et ça va vous paraître anecdotique, sauf que quand le vent souffle, sans pantalon Gore-Tex, je me suis cramé en fait, l'épiderme des cuisses à vie. Parce qu'à moins 40... T'as un ressenti à moins que ça. Un beaucoup plus important. Et en fait, le froid te crée une brûlure, un sentiment de brûlure. Et j'ai compris enfin pourquoi on a trouvé aussi beaucoup d'explorateurs dans des temps héroïques, complètement nus, complètement congelés après. Parce qu'en fait, quand tu es brûlé par le froid, c'est une sensation de brûlure et tu as envie d'arracher tous tes vêtements. Alors, j'ai pas tout arraché. Néanmoins, je m'en suis toujours voulu de pas avoir ce fichu Gore-Tex qui arrête donc le vent. Et en dessous, tu as ces couches qui te permettent de garder le chaud. Et c'était la petite anecdote. Et on était à une époque où les caméras n'étaient pas encore miniaturisées. Il n'y avait pas les drones. On avait les grosses bêtas avec les cassettes où les batteries duraient pas longtemps. Et c'était tout avec le pied. Parce que sans pied, les images elles tremblotaient. L'appareil photo, on était encore au diapositive en négatif. Ça fait un peu vieux schnock, mais t'avais pas pour capter ta lumière, tu pouvais pas taper play derrière pour voir si ta photo était bonne. Fallait y aller, quoi. Et j'ai l'impression vraiment, nous les gens qui sommes nés jusque dans les années 80, on a été au milieu d'un monde où le voyage commençait vraiment à se démocratiser, où tout était plus facile que nos anciens, mais ça devenait peut-être moins précieux. Mais pour capter ces voyages, le temps de prise en photo, en film était beaucoup plus beaucoup moins instantané, moins facile, donc peut-être un petit peu plus réfléchi, avec des ratés énormes, parce que tu peux avoir toute ta pellicule, on l'a tous eu, t'avais mal exposé, elle était blanche, quoi. Et c'est ça qui, je trouve, pour relier à ces grands explorateurs des années 50, 60, ça les met d'autant plus en lumière qu'ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a maintenant. Maintenant, on voyage, on sait où on est avec son téléphone. Il nous arrive quelque chose, on peut avoir une assistance. Il y a moins d'inconnus, on va dire. Beaucoup de films d'époque qu'on retrouve dans ton documentaire, des dessins aussi, enfin des animés. Alors les archives, c'est juste génial. Il y a un truc il y a plein de choses qui marchent bien en France, faut le dire. Et il y a l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et tout à chacun peut consulter les programmes de la télé depuis grosso modo les années 50 à nos jours. Et partenaire de la web radio de la planète. Voilà, et c'est moi je me suis plongé dedans. Vous rentrez des mots-clés, et vous faites vos recherches, vous investiguez. Et des images tournées en mode cinéma, quoi, du 35 mm, du noir et blanc. Et ce que je disais à l'instant, c'était que l'image, on n'avait pas des cartes mémoire à l'infini, donc fallait tourner utile, quoi. Fallait penser ces images et l'aventure, dans quel moment tu fais de la mise en scène, parce que la pellicule coûtait cher. Et des images exceptionnelles, en plus qui étaient par moment en noir et blanc en 47 et par moment en couleur. Oui. Incroyable. Un travail avec une étalonneuse complètement Isabelle. Une étalonneuse, c'est un petit peu comme quelqu'un qui te remet toutes tes images dans une colorimétrie qui harmonise tout ça. Et nous, le jeu que je lui ai demandé, c'était que les noirs et blancs, parce que les noirs et blancs sont assez disparates en fonction de la numérisation. Il y en a qui sont plutôt gris, d'autres qui sont un peu violets, d'autres qui jaunissent un peu. Et on a uniformisé ensuite tous les noirs et blancs. On a enlevé les bouts de scotch, parce que sur les pellicules, ça se voit. On a enlevé les petits poils, parce que c'est dans la numérisation, tout s'est glissé. Et puis, j'avais à cœur surtout, pour tout ce que je n'avais pas en archive, de le storyboarder comme une bande dessinée, de le raconter comme une bande dessinée. Et j'ai travaillé avec Loïc Fointamp, un storyboarder, pour raconter 4 fois 1 minute. C'est peu, mais c'était énorme. Tout ce que je ne pouvais pas raconter avec des séquences dessinées, avec une mise en scène. Et c'est en 20 ans, 25 ans, c'est le truc que j'ai adoré faire, quoi. Et tout ça, vous le mélangez avec un musicien, Thierry Mallet, qui m'a fait de la musique sur mesure. Donc en fait, je me suis donné les moyens d'avoir une grosse production avec une production qui est hyper modeste, parce que c'est Ushuaïa TV et TV5 Monde. Mais on a tout mis dans l'artistique, dans l'artisanat et l'artistique. Parce que je pense que ce qui est important dans ce qu'on fait, nous les passeurs, dans les livres, dans les films, c'est un travail artisanal que moi j'adore. Et puis je pense que dans le flow et dans le flux de tout ce qui passe sur les réseaux sociaux,
quand on fait des travaux comme ça, faut mettre une patte et donner à voir ce qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, parce qu'en ce moment, sur la grande mode, c'est les caméras embarquées, des splunks, des flashs. Je sais faire, hein, j'en fais. Hein, je sais faire des montages dynamiques, mais c'est une espèce d'instantanéité, des directs, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, et là, l'idée, c'est de travailler un petit peu mieux les choses pour que ça devienne pérenne et que ça infuse. Et il y a une partie comme ça, notamment sur la sacralisation de l'Antarctique, où tu montres Rocard, Mitterrand, lorsqu'il y a une prise de décision importante, des images que tu pouvais pas avoir, et tu racontes l'histoire à travers... Alors j'en avais une de Rocard qui, aux 20h de TF1, qui était regardée en 80... On est en 88, 89, j'avais quelques images où Rocard, à 20h de Patrick Poivre d'Arvor, dit on a sanctuarisé l'Antarctique, on l'a protégé, terre de science et de paix, on a prorogé un traité de l'Antarctique qui avait été signé en 59 pour que cette île qui est recouverte de glace, mais dessous c'est une île, c'est un sol rocheux, on ne l'exploite pas. Et qu'il n'y ait pas de présence militaire, pas d'exploitation économique. C'est une formidable utopie, le 6e continent, qui a été mise à mal parce qu'à cette époque-là, les Néo-Zélandais voulaient déjà exploiter le minerai, parce qu'on est en train de tout siphonner partout sur la planète, hein, les terres rares, et l'Antarctique, c'est la promesse de nouvelles richesses. Et Michel Rocard a protégé ce traité grâce à une amitié avec le Premier ministre australien, Robert Hawke, avec un tour de passe-passe incroyable, parce que Mitterrand était pas forcément favorable à tout ça. Et il fallait le raconter, parce que j'ai ces anecdotes, je l'ai eu de plusieurs personnes et de Michel Rocard lui-même, qui m'avait fait cette confidence face caméra que les pingouins, alors que c'est les manchots, il y connaissait rien. Mais il a été un des grands promoteurs de la défense de l'Antarctique, ce qui permet toujours à ce continent d'être protégé, d'appartenir à tout le monde et de n'avoir que des bases scientifiques, avec maintenant une petite tolérance sur la pointe, la péninsule de tourisme. Et c'est toute la question du voyage, du tourisme, de l'écologie, comment on arrive à faire rimer tout ça, sachant que la pression économique est forte et que là, sur ce territoire-là, la pression démographique est moins forte que d'habitude, parce qu'on n'en parle pas souvent dans cette écologie, on est très très nombreux sur la planète, donc c'est aussi compliqué d'avoir plus on est nombreux, plus je veux dire, c'est de la palissade ce que je dis, hein, mais plus il y a des déchets, plus il y a de pollution, plus il y a de consommation, et là, sur cette partie de l'Antarctique, on est sur une utopie, et j'aime bien cette phrase de Théodore Monod, grand sage du désert. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Pas mal, hein ? Ouais. Oui. Et l'Antarctique, c'est une utopie. Et il faut des utopistes. En tout cas, jusqu'en 2048, après, tout va peut-être se jouer. Aujourd'hui, on entend de temps en temps des envies de certains pays d'aller forer. Mais soyons. C'est difficile tout ça est difficile parce que évidemment, comme tout à chacun, on a envie de protéger notre belle planète, qui est quand même juste quand on s'intéresse au cosmos. Hein, c'est cette planète posée au milieu d'un grand cosmos avec de la vie sur quelques kilomètres d'épaisseur. On respire tous le même air, donc les soucis, c'est tout le monde qui les a plus ou moins grosse incidence. Et tout ça pour dire que on voudrait moins exploiter, mais on est chacun c'est un peu schizophrénique parce qu'on a dans nos poches des téléphones portables qui nous permettent d'être géolocalisés, de faire plein de trucs, mais avec plein de métaux de terres rares qu'on a été siphonnés un peu partout. Je dis c'est les grandes puissances occidentales, les pays qui sont en voie de développement rêvent aussi eux de consommer, d'avoir la même consommation que nous. Et parce qu'on consomme tout ça, on y va. Mais oui, il faut protéger la planète. En plus, on est dans un discours en ce moment qui est très moralisateur sur l'écologie. En tout cas en France, dans les sociétés occidentales, on nous fait un peu des leçons de morale qui des fois passent mal, parce qu'on rêve Oui. Les fins de mois sont difficiles pour certains, et la fin du monde, ça passe après. Et qu'est-ce qu'on doit dire aux gens ? On fait tous attention en se brossant les dents, on se chauffe peut-être un peu moins, c'est des bons réflexes. Puis on s'érige les uns contre les autres parce qu'il faut des coupables. En ce moment, c'est les propriétaires de jets privés et puis ces joueurs de
de foot là, qui prennent des jets privés pour faire des trajets qu'ils pourraient faire en train. Et évidemment, là, on a raison de le dénoncer. Après, dans ce manichéisme et dans ce simplisme, il y a beaucoup, des fois aussi, d'excès. Alors moi, et il faut démêler les fils du faux, du vrai, et surtout aussi les journalistes, les gens, les médias. On peut que raconter le catastrophique, parce que les catastrophes naturelles vont malheureusement beaucoup se succéder, mais on peut aussi, je pense, et c'est de plus en plus, mettre des focus sur la résilience, un mot à la mode, mais sur des gens qui sont qui proposent des vraies initiatives, des choses concrètes qui sont des îlots de lumière, et bref, c'est un peu la prophétie d'Albert Londres, porter la plume dans la plaie, mais sans complaisance ni morbidité, et essayer d'être le plus juste. Mais l'art de la nuance en ce moment, les voyageurs le savent. En ce moment, vous revenez d'un voyage, il y a toujours quelqu'un pour vous dire ah ben non, si tu l'as pas fait sur un âne ou si tu l'as pas fait à vélo, tu te fais engueuler. Hein. Mais même avec un âne, on t'explique qu'il porte lourd. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu exploites ton animal. Avec le vélo ou à pied, ça va à peu près. Et encore. On va trouver ça dépend d'où viennent tes chaussures. Exactement. Et ton vélo. Voilà. Tu parlais d'air. Tu parles des bulles d'air dans les glaçons. Cette image est marrante en fait. On voit vraiment ces explorateurs qui sont vraiment dans l'observation. T'es dans l'instinct avec eux, puis tu dis ouais, ils sont vraiment en fait, tu vois leur passion avant tout. Leur passion de découvrir, d'avancer. Ils regardent ce verre avec les glaçons, ils se disent ouais, mais ces bulles, enfin, c'est si tu veux, tu fais un focus là-dessus, et après on repasse aux avancées justement, où ça les mène, où ça les emmène. Je trouve ça assez fort. Et ça les mène loin. Mais et ça mène loin. Mais en fait, si on aime raconter les histoires, c'est toutes ces petites anecdotes et ces petites choses qui ont des fois été faites. Là, j'ai pas tout dévoilé, ou presque, mais c'est un glaçon dans un verre de whisky à l'heure de l'apéro, et qui permet d'éclairer la science et le climat de la planète. Mais c'est tout ce que j'aime, moi, dans l'histoire de l'humanité, c'est toutes ces petites histoires anecdotiques qu'on fait parfois des grandes avancées, parfois c'était le contraire, ça a été le déclenchement de conflits invraisemblables sur un petit incident qui a tout amplifié. Et ce qui est intéressant, c'est de le raconter, parce que on le raconte peut-être pas assez, et de le mettre en scène, d'en garder la substance, de le vérifier, parce que c'est aussi facile de raconter des légendes et de faire de la fiction, c'est un autre exercice. Mais là, ça m'a été raconté par l'intéressé, Claude Lorius, grand glaciologue, qui a prêché dans le désert dans les années 90 en disant j'ai analysé, il y a des réchauffements, il y a des refroidissements, et là on est dans une phase de réchauffement, mais à un niveau qui est assez inquiétant, quoi. Et Claude Lorius, j'ai son interview, mais malheureusement il est plus trop en forme physique, il vieillit, et je me suis dit c'est pas lui rendre service que de le mettre face caméra, parce que il y a les outrages du temps quand on vieillit, et moi j'aime bien garder les choses, une certaine vitalité, et du coup je me dis c'est plus intéressant de raconter cet épisode du glaçon, du verre de whisky, pour raconter toute la climatologie finalement. Et puis je fais ces films aussi pour le petit gamin de 10 ans que j'étais, pour ma fille, sa génération, et je me dis c'est ces petites anecdotes mais d'ailleurs la preuve, vous avez votre âme d'enfant, vous avez été touché, donc je suis très content. Et je fais pour ça, parce que des grands discours sirupeux avec des grands spécialistes, ça peut être bien, mais il faut aussi apporter du romanesque. Moi, j'aime bien raconter les sagas et emmener les gens un peu comme vous faites. Là, on est au coin du feu, et puis on raconte une histoire. Et l'homme, je pense que depuis qu'il est sur cette terre, ce qui le différencie un peu des animaux, c'est que on aime se raconter des histoires. Et on aime les histoires, les légendes, les croyances. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est ce qui nous différencie du reste. Alors juste un petit mot sur ces carottages. Donc ils découvrent que dans la glace, ils ont toute l'histoire climatique de la planète, et il y a cette histoire que je trouvais un peu hallucinante. Enfin, on parle de guerre froide aussi entre les Américains, les Russes, et ces Russes qui avaient une carotte de 2 km qui laissent à la France pour l'analyser, et là on découvre tout le climat de la planète sur 150 000 ans, c'est ça, avec ces réchauffements, enfin tout un cycle climatique.
C'est surprenant. Ouais, ce qui est surprenant, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est qu'on est en pleine guerre froide, Ouais. on est dans des zones froides, et sur ces zones froides, dans tout le reste de la planète, Popov, soviétiques et américains et occidentaux s'affrontent. Le monde frôle quand même un troisième conflit de peu, hein. Je vous fais pas les livres d'histoire. Et sur la glace, la fraternité, un mot qui est si beau. Fraternité. Les hommes deviennent fraternels parce que si tu n'as pas le carottage des Russes sur la base de Vostok, tu peux pas faire les analyses aussi profondes. Mais les Russes foraient très profondément, mais n'avaient pas les analyses des Français. Sauf qu'évidemment, les pouvoirs étatiques faisaient en sorte que les gens dialoguent pas. Et c'est encore Claude Lorius et des scientifiques comme ça qui sont allés au-delà de leurs différences, au-delà de leurs opinions pour se dialoguer et pour réussir à échanger des informations et pour les Français à pouvoir forer à plus grande profondeur, ce qui permettait d'aller plus loin dans l'analyse du climat de la planète. Il y a une image dans le film où une archive, le commentaire dit nous forons à 3 mètres, nous forons avec un commentaire que j'adore, nous avons le climat qu'il faisait en 1870 à 56 mètres du temps de Charlemagne. Et là tu sais que il y a une force humaine, de la chaleur humaine, qui ont permis d'avancer. C'est toujours cette formidable utopie. En ce moment, en France, on décrit beaucoup les Russes, et pour cause, et Poutine et sa vision sanguinaire par rapport à l'Ukraine, mais ça ne veut pas dire que le reste du peuple russe, en l'occurrence, en plus, qui est mis dans l'obscurantisme le plus absolu, on n'a plus d'infos sur eux. On peut se poser aussi des questions sur le manichéisme à l'heure actuelle. Et ce peuple russe, je pense que c'est pas des soutiens de Poutine, donc on peut mettre tout le monde dans le même panier, s'affronter. Paradoxalement, Internet, c'est la meilleure et la pire des choses. On s'affronte sur tout, on dialogue plus. Et là, on se rend compte que quand on se réunit autour de la table, qu'on partage et qu'on se dit les choses, on peut aller plus loin et faire des choses qui étaient irréalisables. Et ces choses-là servent pour la suite. On ne sait pas ce qu'ont dit les Américains à ce moment-là. En fait, les scientifiques entre eux, ils ont réussi maintenant à mettre des bases de données, je ne l'ai pas dit dans le film, notamment pour étudier les manchots, les animaux. Donc ils partageaient des grandes bases de données, parce que si le français fait ses observations, l'australien, le russe, etc., ça te permet de voir un petit peu comment les manchots qui sont bagués, où ils vont, où ils suivent. Là, ce qui est un peu embêtant en ce moment, c'est que la Russie, qui est une grande nation polaire, eux s'affirment comme les découvreurs de l'Antarctique. Nous, les Français, on dit que c'est Jules Sébastien César Dumont d'Urville. Eux disent que c'est Bellingshausen, c'est eux. Et ils ont toujours été... Et en Arctique, c'est leur jardin. Ils ont 40% du littoral, l'Arctique, le long de la banquise, c'est chez eux, quoi. Et là, en Antarctique, ils ont une vraie présence. Et là, à l'heure des tractations, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau scientifique, si les scientifiques communiquent. Parce que même en temps de guerre, on sait que là, je prends un exemple, l'état-major de la marine française ou l'armée de terre française ou l'état-major tout court des armées a réussi à dialoguer avec leurs homologues russes et soviétiques. Il y a ce qu'on dit dans les médias, il y a le jeu géopolitique, il y a le jeu politique. Et là, sur le polaire, sans rentrer dans beaucoup de détails, les relations sont un peu gelées. Donc la coopération est mise à mal et le partage de données, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ose espérer qu'il y a d'autres Claude Lorius et d'autres utopistes. On espère. Flo ? Moi, ce qui m'impressionne, c'est justement les passages où tu montres les premiers carottages en fait, qui ont l'air tout simplement mais magiques en fait, à 20 mètres. Et ensuite, cette forme d'accélération en fait, après avec les carottages justement des Russes qui, eux, le faisaient beaucoup plus profondément. Et t'as l'impression vraiment qu'il y a une accélération. Ces carottages sont devenus vraiment l'instrument de... comme une explosion de données d'un coup. C'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Au début, on va vraiment au fil des découvertes, de leur ressenti. Tu racontes comment se passe l'hivernage, l'isolement, enfin tout ce qu'ils vivent. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans les années 50. Ouais, c'est le fruit c'est un peu cette effervescence des 30 Glorieuses. On arrive après-guerre avec un espoir de paix, parce que le monde a quand même été, en tout cas l'Europe a été mis à feu et à sang,
avec des choses horribles, je ne vais pas les redire, mais la Shoah, enfin, etc. Et dans ces années 45-50, tout était possible. Là, j'ai rien à voir. Quand j'ai traversé la France à vélo, je suis passé à Cahors, j'ai découvert que Cahors était la ville-monde. Puisqu'en 1950, un soldat nord-américain avait décidé d'avoir un message universel, fraternel, que le monde reste toujours en paix. Et la ville de Cahors, par plein de truchements de l'histoire, était devenue la ville, le kilomètre zéro pour relier les peuples entre eux. Tu te dis, c'est génial. Sauf que la guerre de Corée éclate et que les deux puissances soviétiques et américaines vont un petit peu... C'est la guerre froide, quoi. Ça va être épouvantable. Donc, toutes ces utopies ont été, dans les années 50, moi, c'est la génération de mes parents. Moi, je suis né bien après. Mais tu sens que tu es porté par un élan formidable, que pareil, la géopolitique bloque un peu les choses, mais que les hommes s'entraident. Et puis surtout, la technologie par rapport aux expéditions de grand-papa du début du siècle. Au début du siècle, on atteint le pôle Sud et le pôle Nord en 1909 et 1911. C'est pratiquement 50-60 ans avant d'aller sur la Lune. Donc on a mis du temps à aller au pôle Nord et au pôle Sud, et pour cause. Les glaces, il fallait y aller, mais il fallait surtout revenir. Il n'y avait pas de logistique et on n'a pas compris que les Esquimaux avaient la technique la mieux avec les chiens, les traîneaux. C'était d'y aller, de mettre le matos, le matériel dessus, et au retour de tuer des chiens pour être plus léger, ce qui est antinomique avec ce que l'homme occidental savait. L'homme occidental a vu ses premiers canoës et kayaks en méprisant tout ça. Il avait des fiers vaisseaux en bois, on a tous ces images-là, et là, ils voyaient ces Esquimaux qui étaient sur ces petites embarcations, sauf que les Esquimaux, eux, et quand ils avaient un trou d'eau, ils mettaient un petit coup de graisse de phoque, et ils arrivaient à se hisser sur la glace, à naviguer entre les glaces, et à chasser, et à vivre dans cet univers depuis 2 millénaires. Là où l'homme occidental, tous ses rêves se fracassaient, c'est les expéditions de Franklin, c'est toutes ces expéditions héroïques. Donc, dans les années 50-60, dans le film, on le voit, c'est la mécanisation des expéditions polaires. Et c'est surtout, vous avez tous les images du débarquement en Normandie, des bateaux qui arrivent avec des soldats, des armes, de la logistique, des avions qui parachutent et une chaîne logistique qui se met en place, ce qu'on appelle dans le langage militaire des opérations amphibies. De la mer jusqu'à la terre avec les airs, tu combines tout ça et tu as une chaîne logistique qui ont permis aux soldats alliés de rentrer en France et de remonter en Allemagne. Et Victor, qui a été dans l'armée américaine, a compris qu'appliquer ça aux expéditions polaires, ça permettrait de durer sur la glace, ce qu'on n'arrivait pas à faire. On n'arrivait pas à vivre sur les cahots glaciaires, on n'arrivait pas à avoir des bases en Antarctique. Et là, il applique toute cette chaîne logistique avec des bateaux, des avions qui parachutent, etc. Et donc l'expédition polaire vit on le voit, tu l'as ressenti, Flo, une espèce d'accélération technologique et c'est les 30 Glorieuses, il faut toujours aller plus profond, avec ce paradoxe qu'on crame du kérosène à fond les ballons. C'est facile à juger aujourd'hui, à dire ils ont pollué, c'est comme Cousteau, c'est n'importe quoi, ils polluaient, etc. Mais néanmoins, ils ont œuvré pour la science, et Victor et Cousteau et Tazieff, dans les années 80, les années au milieu des années 70, se sont déjà posé la question de savoir que la planète allait mal. Et ils ont créé un groupe de défense de l'homme et de son environnement, et ils se sont intéressés à ce qu'on n'appelait pas encore l'écologie. Donc il y a les prémices de tout ça, c'est les explorateurs. C'est ces hommes et femmes éclaireurs pour moi, éclaireurs du monde. Aujourd'hui, il y a 2 bases françaises. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Enfin, je suppose, mais combien ? Alors, la France a cette base historique sur l'île des Pétrels. Vous tirez un trait en dessous de l'Australie, vous avez la Tasmanie, vous tirez un trait tout droit et vous arrivez peu ou prou en limite du continent antarctique, sur cette base où sont établis les Français. Alors je le raconte aussi dans un livre, Polar Circus, où j'ai eu plus le temps de raconter tout ça que dans le film. Très bon livre. Placement de produit. On n'en doute pas. Voilà, aux éditions Point Aventure. Et après, il y a une base qu'on partage à l'intérieur du continent, là où c'est le plus dur de vivre, d'exister, qui s'appelle la base Concordia, qu'on partage avec les Italiens, qui est près justement pas loin de Vostok, du Dôme C, où on a fait les plus grands forages. Et puis chaque pays a pu installer les bases qu'il voulait. Alors il y a des traités signataires des États signataires qui avaient signé les premiers traités, qui avaient occupé l'Antarctique dès les débuts. La Grande-Bretagne, l'Argentine et le Chili pour des raisons de proximité avec la péninsule, les Russes, les Américains. Et maintenant, dans le droit international, n'importe qui peut s'installer en Antarctique. Donc il y a pratiquement 90 bases maintenant. Corée du Sud, Chine qui en a installé énormément.
N'importe qui peut s'installer à condition que si il quitte les lieux, il démonte tout, il laisse aucune empreinte. Donc voilà, chacun fait dans son coin un petit peu la science qu'il veut, n'a pas le droit de faire d'activité militaire, ni d'activité minière, ni de prospection. Néanmoins, on peut se poser la question, quand les Chinois viennent d'installer 6 bases, si c'est pour l'amour de la science, l'amour de l'art ou l'amour de je sais pas quoi. D'autres nations utilisent beaucoup l'Antarctique comme base d'expérimentation parce que ça se rapproche un petit peu de l'exploration de Mars, parce que tu vis dans un univers qui peut aller jusqu'à -90, tu es avec une communauté d'hommes qui est plongée dans la nuit permanente, donc tu peux tester du matériel, je pense que la limite de l'exploration, elle est aussi humaine. Si on doit mettre 4 ans pour aller sur Mars, comment un groupe d'hommes, aussi brillant soit-il, fait-il pour réussir à pas s'entretuer, quoi. Enfin, on le voit dans les films de science-fiction, et on le devine assez bien, quoi. Et donc l'Antarctique, c'est pratiquement 90 bases, un traité qui normalement jusqu'en 2048 protège l'Antarctique. Les juristes nous disent que pour l'instant ce traité est bien ficelé, que ça permettra toujours à l'Antarctique d'être protégé. Or, l'appétit de l'homme pour toutes les richesses de la planète est incommensurable. Donc se pose la question, à l'heure des conflits, est-ce qu'on arrivera à être unis ? Enfin, je ne vais pas poser un constat alarmiste, mais moi j'ai foi en l'homme. J'aime pas trop le proverbe, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est les trucs de l'Antiquité. Je pense qu'il y aura toujours des esprits éclairés. Il faut faire justement en sorte que les esprits soient de plus en plus éclairés, que les gens aient de plus en plus de connaissances. Et nous, dans notre douce France, on a un truc que beaucoup de pays nous envient, la démocratie. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais c'est quand même le moins pire des systèmes, et ça te permet à tout à chacun de normalement s'élever et d'avoir cette liberté d'acquérir ses connaissances et pour les plus brillants, de mener des grandes explorations sur les glaces, et d'avoir en France d'ailleurs une école polaire de glaciologie, de scientifiques, d'hommes qui sont pas des chercheurs, mais qui vont sur le terrain, et d'avoir cette passion polaire, parce que nous, la France, nos frontières avec le monde polaire sont quand même assez ténues. On va dire qu'il y a les terres australes et antarctiques françaises, Kerguelen, Crozet, mais historiquement, c'est quand même un peu... on n'avait pas grand-chose à y faire, mais on a eu des grands explorateurs polaires. Je suis bavard, hein. Non. Et d'ailleurs, l'Antarctique fascine. On a beaucoup de voyageurs qui veulent partir, on a certains qui font des relevés là, qui partent régulièrement pour des missions. Tu en penses quoi ? On va se dire les choses cash. Pour aller dans ces pays, c'est très très cher. Donc soit tu es scientifique, et c'est beaucoup plus facile parce que tu es déployé et tu es subventionné par un organisme, par l'État, et tu peux y aller. Oui. Soit tu peux y aller aussi en voilier. Là, effectivement, mais déjà, il y a une logistique qui t'impose plein de choses. Et il y a aussi ce tourisme polaire. Moi, j'ai été 3 mois de ma vie guide polaire en Antarctique, ce qui pose aussi certaines questions. Alors, l'industrie touristique nous dit que ces gens qui ont plutôt les moyens pour y aller, ces voyages coûtent très cher, sont des ambassadeurs de la cause. Pourquoi pas ? Les compagnies communiquent sur le gaz naturel liquéfié qui est dans leur moteur, qui polluerait moins. Néanmoins, les derniers bateaux cassent la glace, et on veut emmener des gens richissimes au centre du pôle Nord, en disant mais finalement casser la glace, c'est pas. Mais le symbole est quand même fort. À un moment où tout se réchauffe, de casser la glace, c'est quand même pas génial. D'un autre côté, les Russes ne se gênent pas. Ils ont des brise-glaces nucléaires qui font la trace, et sur lesquels d'ailleurs les navires de commerce maintenant ne passent plus, ou certains navires comme Total Energy doivent aller chercher le gaz, etc. Donc c'est un vaste bazar. Il y a beaucoup de donneurs de leçons, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a quelques mois, je suis allé pour le Figaro Magazine, un journal en mer de Weddell, donc en Antarctique. Alors j'ai vu des choses exceptionnelles. C'était sur le commandant Charcot, un voyage qui était très très onéreux, hein. Le voyage, certains disent d'une vie, mais il faut, je pense, quand même avoir de moyens considérables pour se payer ces voyages où le ticket d'entrée est très très élevé. Et je me pose toujours des questions en me disant je suis un petit peu schizophrène, parce que faut pas que je donne des leçons de morale, parce que j'assume le fait que je voyage, que je vais dans des endroits, que j'ai une empreinte carbone, et peut-être que je sois un peu moins niais en disant oui, on en fait des ambassadeurs, etc., quoi. Mais d'un autre côté, je me pose beaucoup de questions, je dis beaucoup de choses sur le voyage, l'économie, l'écologie, comment on fait rimer tout ça. Parce que en traversant la France à vélo, j'ai vu des initiatives heureuses.
Et je pense que ça peut exister. J'ai traversé la Creuse, un département ô combien décrié, pas glamour. On préfère aller à Palavas-les-Flots ou à Saint-Tropez, c'est plus... Enfin, à Saint-Tropez, c'est plus in. Mais la Creuse a un formidable potentiel pour faire du tourisme à la fois culturel, parce que les vieilles pierres, une histoire incroyable, un tourisme aussi vert, et une offre auquel chaque Français devrait aller visiter la Creuse ou des départements sur le papier moins glamour, et ce qui crée de l'emploi, ce qui crée des initiatives, ce qui permet de réouvrir des commerces. Malheureusement, le tourisme, on se concentre quand même toujours sur les mêmes spots, et on est très très nombreux. Donc, et d'un autre côté, pendant longtemps, on s'est pris en photo, on s'est gorgé d'exotisme, puis maintenant on culpabilise les gens en leur disant non, mais c'est pas possible non plus de ne pas voyager. Donc autant essayer de faire les choses bien, je trouve. Alors, allons tous en Creuse, ou en Ardèche, ou en Lozère. C'est une belle invitation. Et non, c'est intéressant de se dire, quand je traversais cette diagonale du vide, que tous les gens, c'était l'été où les Français on pouvait pas sortir, tous les gens se concentraient au même endroit, en bord de mer. J'adore l'océan, j'adore la mer, mais l'océan, la vision qu'en ont les Français, c'est Eric Tabarly qui le disait, c'est ce qu'ils ont dans leur dos quand ils posent leur serviette sur la plage. Et la mer, c'est évidemment la mer, l'océan, c'est plus complexe que ça. C'est un écosystème formidable. Moi, je me sens en osmose et c'est plein d'interactions. La Bretagne a très très bien compris les enjeux et fait une offre touristique qui elle écrase même la Normandie qui est à côté, qui est tout aussi intéressante. Mais pourtant, je suis de Bretagne. Mais voilà, je pense, de ce que j'en pense, j'ai fait une réponse de Normand sur le tourisme en polaire. Pour un Breton. Bravo. Ouais, bravo. Pour l'instant, le tourisme est réglementé en Antarctique, 3 mois de l'année, et pour cause, sinon c'est la nuit polaire. Il y a des règles qui permettent d'avoir moins d'impact sur la faune et la flore. Sur le papier, c'est plutôt bien. Par contre, l'Arctique, c'est l'anarchie la plus absolue. Là, il y a beaucoup de compagnies de croisière qui ont beaucoup investi et qui sont obligées de faire tourner leurs bateaux au Groenland, dans le passage du Nord-Ouest. Alors, la Russie, on oublie, le Svalbard, qui est le plus à l'est, est en train de mettre des règles très très drastiques pour protéger cet écosystème. On n'empêchera pas grand-chose. Je pense que c'est comme les parcs naturels. À partir du moment où on a créé des parcs naturels régionaux, nationaux, on a mis des règles en place, parfois imparfaites, mais ça a permis à des écosystèmes, quand on traverse notre pays ou d'autres pays, de protéger une biodiversité, pas tout, de protéger aussi des vieux métiers, de protéger des terroirs, des territoires. Donc, œuvrons de concert pour faire rimer écologie et économie, mais tout ça est compliqué. Mais le paradoxe, c'est que tous ces lieux qui sont estampillés PNR, parc national, attirent du monde aussi. Bah voilà, mais regardez, l'été dernier, le parc des Calanques, qui est une merveille. Et là, ils ont décidé de réglementer l'accès. On doit arriver à des choses comme ça, et pour qu'en juin, juillet, août, l'accès aux calanques, on doit le déclarer, que les gens aient conscience que c'est un univers, il ne faut pas sortir des sentiers, on peut en profiter. Et j'ai souvenir, il y a une quinzaine d'années, d'avoir été dans les calanques en plein mois d'août. J'ai l'impression d'être sur le périph' parisien. Et à l'inverse, j'avais fait un reportage avec les marins-pompiers de Marseille en plein mois de mars, et on avait fait des exercices avec les marins-pompiers dans les calanques. Là, il y avait personne. Il n'y avait personne, mais il faisait 10 degrés. C'est ça. Ça motive moins. Les gens ne sont pas joueurs. Non. Donc non, voilà, c'est le voyage. Et le voyage est aussi beaucoup l'apanage faut qu'on se souvienne de ça, de gens bien nés. On est dans des démocraties, des pays dits développés. Il y a, je sais pas les chiffres, je dirais des bêtises, mais une grosse partie de l'humanité qui ne peut pas voyager ou qui fait un voyage. Ou une aventure, c'est pour se nourrir, c'est pour survivre. Il y a des gens qui traversent la Méditerranée, qui périssent. Voilà. Et c'est quand même qu'on ait conscience que c'est quelque chose on est des privilégiés, quoi. Oui. Alors certains me diront oui, mais ça fait vivre les gens du pays. Oui, mais il n'empêche que si j'étais né en Gambie, au cœur de l'Afrique, voyager c'est plus compliqué. Le voyage d'agrément, de plaisir, de loisir. Ça n'existe pas. Donc je me suis toujours dit que je me suis battu pour écrire pour vivre pour écrire, vivre mes aventures, mais en ayant conscience que c'est du bonus. Donc je me devais à la fois explorer, raconter, partager, inspirer, puis surtout essayer de comprendre un peu tout ça. On s'est tous gorgés d'exotisme à nos premiers voyages. Le premier cocotier, moi, j'avais l'impression
d'être enfin le Phileas Fogg. Mais une fois qu'on a pris les photos des plages paradisiaques, des cocotiers, c'est aussi beaucoup plus intéressant de créer des interactions avec les gens qui sont à côté, de parler avec eux. Et le voyage, c'est pas qu'Instagram avec des beaux paysages. Voilà. Oui, ça, c'est le truc qui m'énerve, ça. Les endroits trop Instagram et des gens qui ont l'impression d'être des aventuriers parce qu'ils sont là, mais en fait, ils regardent même pas les gens qui sont à côté, quoi. Eh oui. Je dis ça, je dis rien. Le voyage, un loisir d'occidentaux. Ouais. Et d'un autre côté, tu crées aussi pour avoir d'abord voyagé à Madagascar, qui est un pays incroyable, plongé dans une misère absolue, parce que le pouvoir et les richesses sont détenus par une infime minorité. Ça a permis aussi à des gens de survivre, mais c'est toujours je discutais ce matin avec Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous, qui dit moi j'assume le fait que je voyage, j'assume le fait que j'ai un bilan carbone qui est pas bon, et j'assume le fait que le monde est inégalitaire, et que quand je suis en Éthiopie, que je vois moi je voyage à moto, mais je vois les gens voyager à pied pour aller juste chercher de l'eau, et à côté je vois des 4x4 climatisés avec plein de touristes dedans. Il me dit le monde il est comme ça, faut arrêter de croire qu'on va le sauver, etc. Donc non, il faut être clairvoyant. Puis il y a des choses, pour avoir fait un livre sur Aviation sans frontières et ses bénévoles qui sont formidables, ou des gens qui ont les moyens, notamment ces anciens d'Air France qui font des missions avec des avions, qui vont dans des villages reculés. Il y a plein d'ONG, d'associations, de gens qui s'intéressent à l'autre, qui font des choses. Il y a un tourisme aussi humanitaire, avec des fois des choses bien, même souvent, donc... intéressons-nous à l'autre, et puis aussi en bas de chez nous, quoi. Parce que moi j'habite une grande ville, Paris, le dialogue est parfois compliqué. Une dernière question justement, la différence pour toi entre le tourisme et le voyage? Je pense que le tourisme, c'est vraiment, enfin, on est tous des touristes, même les grands explorateurs. Parce que quand ils sont avec leurs compagnons, on voyage, on visite Venise, quand on visite Venise par exemple, on est souvent qu'un touriste. Difficile d'être un explorateur à touriste, difficile d'être un aventurier avec un projet adrénaline à Venise, ville ô combien interpellante culturellement, matrice de toutes les villes des explorateurs, de Marco Polo, etc., ville d'art, etc. Mais le touriste, on est quand même dans une notion très commerciale et commerçante, avec quelqu'un qui consomme, qui est plus, je trouve, un consommateur qu'un citoyen. Et un voyageur, c'est peut-être plus noble, et c'est plus noble parce que la personne est peut-être moins dans la consommation, un petit peu le voyage organisé. Telle heure tu fais ci, tu prends le car, tu fais ci, tu fais midi. Et le voyageur va être un petit peu plus en dehors des sentiers battus et vouloir, certes, il aura son guide papier ou numérique, mais il va vouloir un petit peu aller au-delà des frontières. Et aller peut-être, ce qu'il y a de plus dur, dans chaque pays, rencontrer même d'ailleurs en France aussi, quand tu connais pas une ville, rencontrer quelqu'un qui est du cru, qui est de la ville, et qui te fera visiter la ville comme personne d'autre, parce qu'on a beau avoir des applications, des guides, là on est en mode consommation, là dans le mode partage. Il y a des agences de voyage qui font des voyages formidables là-dessus, quoi, qui te permettent de rencontrer les locaux. Donc ouais, je préfère le mot voyageur. Voyageur. Et puis il y a le mot aventurier, adventura, ce qu'il advint, avec cette notion d'imprévu. Mais il a une mauvaise presse en France. Parce que dans cette notion de ce qu'il peut advenir, tout de suite en France on est très pessimiste, donc on se dit ça peut être négatif, ça peut une femme, c'est une connotation, une femme de mauvaise aventure. Tout de suite on a mis la femme à côté, donc après, forcément. Ou une diseuse de bonne aventure, donc un petit côté incertain, un peu aléatoire et un peu méprisant, alors que dans les autres langues le mot est plus noble, mais néanmoins les marketeurs en ce moment avec la micro-aventure font de ce mot un mot parce qu'il touche pas trop à l'exploration, parce que c'est un peu too much, un peu trop scientifique. Donc oui, il y a des voyageurs, il y a des aventuriers, il y a des explorateurs, moi j'aime bien le mot baroudeur. Il y a des baroudeurs, il y a tout ça, et je pense que quand on voyage, faut y aller en quête évidemment de cette évasion, mais aussi se poser des questions, multiplier les rencontres, et puis si on est curieux, mélanger l'histoire, la géographie, la biodiversité, et
et s'ouvrir et s'enrichir. Et la vie, malheureusement non, elle n'est pas éternelle. Et comme les stoïciens, épuiser le champ des possibles, bien remplir sa vie et se dire que chaque jour est un cadeau. Et quand on est malade ou sur un lit d'hôpital, ou qu'on est sujet à une maladie, ça on nous le rappelle. Donc moi j'aime bien aussi la philosophie. Mettre un pas de côté et la philosophie est puissante. Les stoïciens sur le champ des possibles, c'est intéressant. Et de profiter de l'instant présent. Là, mais c'est de la palissade, mais c'est important. À travers les sens. Et le voyage nous permet d'exacerber tous nos sens. L'olfactif, visuel, auditif, et de vivre et d'être pleinement conscient d'être sur cette terre. C'est quand même... moi, j'ai fait l'éclipse du soleil en mer de Weddell, une éclipse totale, comme dans Tintin. Et le temple du soleil était au large, tout en bas de la planète, en te demandant comment tu te renverses pas, parce que ça sera toujours le mystère. Et tu te dis, et j'avais un spécialiste du cosmos qui m'a montré le cosmos, qui m'a raconté le cosmos. Et j'aime bien passer de l'infini grand à l'infini petit, et c'est de comprendre. On y met de la spiritualité, on y met plein de choses, et se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on est là, c'est incroyable. Et on était seul au milieu de nulle part. Puis il y avait du Tintin dans l'air avec cette éclipse solaire, donc magique. Merci, on va rester sur cette image. Oui. Je dis oui. oui. Non, mais bon voyage à tous les éditeurs. Ils vivent des médias comme la web radio à la planète, qui depuis des années ravit nos petites oreilles. Et puis en plus, avec cette invention géniale, cette possibilité maintenant de mettre dans son téléphone, dans ses oreilles, la radio au moment où on veut, quand on veut, quoi. Et une radio une web radio à laquelle je suis attaché. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver tes livres, tes films, un site internet ou Alors j'ai un site internet, stéphanedugas.com, les livres dans les librairies, sur mon site aussi. Et puis il y a aussi un journal papier qu'on a lancé avec des amis qui s'appelle Embarquement. Le papier est mort, vive le papier. Les grands formats, plus personne ne les lit, vive les grands formats. Et on raconte le monde tous azimuts avec toute une équipe de jeunes photoreporters, reportrices et des plumes. Et on essaye de raconter à hauteur d'hommes et de femmes ce monde, à la fois ici et ailleurs. C'est 20 € le prix de 2 paquets de cigarettes, ou plus politiquement correct, d'un bouquet de fleurs. Et c'est tous les mois dans votre boîte aux lettres pour arrêter de scroller sur nos écrans, se poser, se mettre dans un canapé ou dans une chaise longue et déguster le monde. Déguster le monde, j'aime beaucoup cette Ça m'est venu comme ça. Dégustons le monde. Merci beaucoup. Merci.